Je reviens sur la méthodologie des études prophétiques. J'ai fait un article dessus, mais j'aime bien qu'il y ait une sorte de dialectique entre l'article écrit et puis la vidéo. Dans un sens ou dans l'autre. D'abord la vidéo, puis l'article, ou alors l'article d'abord et après la vidéo. Et je disais dans cet article que le prophétisme devait être appréhendé au présent. C'est-à-dire ni au futur, lointain, ni au passé, lointain. Les enjeux du prophétisme sont des enjeux immédiats. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se référer à un texte ancien, mais on va se référer à un texte ancien aujourd'hui. Et donc on va le faire parler pour aujourd'hui. Donc l'interprétation va actualiser, par définition, le texte ancien. Et en plus, ce texte ancien est souvent un texte antidaté. On dit qu'il n'y a pas de texte ancien, mais c'est de bonne guerre, dans le prophétisme, de cacher le fait qu'il est là pour maintenant, ici et maintenant, en se présentant comme quelque chose qui a déjà été dit bien avant, plusieurs décennies plus tôt. Ça, c'est une astuce, c'est une stratégie dans laquelle il ne faut pas tomber dans ce travers. En tout cas, l'historien ne doit pas tomber dans ce travers. Dans le cas de Nostradamus, par exemple, il est évident, pour moi, que un nombre important de quatrains ne font sens qu'au moment où ils sont parus. C'est-à-dire qu'ils sont en phase avec ce qui est en train de se jouer aux enjeux du moment. Et le problème, c'est de savoir à quel moment ont lieu ces enjeux. Alors j'ai introduit la notion, déjà dans ma thèse d'État en 99, de chorème et de chronème. Les chronèmes, ça vient du mot chronos, qui veut dire le temps. Quels sont les critères pour déterminer le temps d'un texte? À quel moment ce texte est apparu? Alors des gens vont dire, il n'a qu'à regarder la date qui est marquée, etc. Ça c'est une plaisanterie, c'est des imbéciles qui disent ça. Et il y a le chorème qui permet de savoir dans quel espace, puisque c'est un mot choros qui vient du grec qui veut dire espace, par opposition à chronos, c'est-à-dire quel est le parti qui parle. Et là, ce qui est important, c'est de comprendre que le prophétisme s'inscrit dans une guerre, quelque part. Il y a toujours un adversaire dans le prophétisme. Il y a toujours quelqu'un en face. C'est pour ça que c'est dans les deux moments des guerres de conflits d'une manière ou d'une autre, que le prophétisme a sa raison d'être. Parce qu'il est là justement pour affaiblir l'adversaire, pour faire pression sur lui, en lui annonçant des choses. Et justement, ce qui est intéressant, c'est quand on annonce des choses en disant « attention, il va t'arriver des malheurs », que là, on voit bien qu'il y a cette dialectique. Alors, je donnais dans mon article deux exemples. Un exemple biblique, à savoir le Écoute Israël, qui est repris dans la synagogue, justement le samedi matin, là maintenant, Shema Israël, qu'on retrouve chez les prophètes, et qui interpelle les Israélites, ceux qui sont au nord du pays, et qui ont fait sécession avec la capitale judéenne, Jérusalem, et la dynastie davidienne. Et puis un autre exemple, c'est effectivement, comme j'en parlais en 97 à un congrès à la Sorbonne sur le prophétisme, quand dans le quatrain de la 4e centurie, 46, donc la première édition, celle qui serait soi-disant datée de 1555 chez Massé Bonhomme, il y a déjà cette mise en cause de Tours. On dit « garde-toi Tours de ta proche ruine ». Mais qu'est-ce que ça veut dire en 1555? Ça ne veut rien dire. En revanche, à la période de la Ligue, ça veut dire quelque chose parce que c'est à Tours que les adversaires, qu'un camp, qui est celui du camp de Henri de Navarre,
est installé. Et c'est un quatrain qui est opposé à ce camp-là. Et donc, de la même façon que dans les prophètes, on dit écoute Israël, et bien là, on dit garde-toi tout. Bon. On voit bien de quoi il s'agit. Et on voit aussi bien à quel moment ça se produit. Parce que écoute Israël, ça veut dire que c'est au moment où il y a un conflit entre la Judée et Israël. C'est pas à n'importe quel moment. Et donc ça, il faut le resituer, recontextualiser. De la même façon, c'est pas à n'importe quel moment qu'il y a eu un conflit avec la ville de Tours, etc. Donc tout ça, ça nous permet de resituer, de recadrer la chronologie des choses. Alors, par ailleurs, donc, méfions-nous de ces soi-disant prophéties à longue échéance. Elles n'ont aucun sens. Sur le plan de la prophétie, prophétisme. Maintenant, quand ces matinées d'astrologie, là, on est dans quelque chose de plus compliqué. Les rapports entre prophétisme et astrologie ne sont pas simples, et comme vous le savez, je suis à la fois historien de l'astrologie et du prophétisme. Et dans ce cas-là, on peut être tenté d'annoncer des événements qui auront lieu plusieurs siècles plus tard. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs chez Pierre d'Ailly, c'est ce qu'on trouve dans l'épître à Henri II de soi-disant Nostradamus, mais qui est une sorte de refonte de la véritable épître qui est parue en tête des présages merveilleux pour l'année 1557. Je vous renvoie à mon livre paru en 2002, Documents inexploités sur le phénomène Nostradamus, aussi sur RAM4. Donc, dans ce cas-là, effectivement, avec Albus Mazar, sa théorie des grandes conjonctions, alors lui, il s'amusait comme ça, on pouvait jongler avec les siècles. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'astrologues aujourd'hui, notamment avec les nouvelles planètes qui sont plus lentes, etc. Alors, l'astrologie, elle a ses problématiques à elle, ses fantasmes à elle, et parfois, évidemment, ça pèse sur le prophétisme. Et peut-être que parfois, l'astrologie instrumentalise le prophétisme, et inversement. Mais, globalement, l'historien du prophétisme doit travailler sur la base de resituer dans le temps à quel moment tel texte prophétique a été instrumentalisé, a été produit pour arriver à un résultat donné. Il y a le cas de Jonas qui est intéressant dans la Bible aussi. Jonas et la ville de Ninive. Alors Jonas est envoyé pour prévenir Ninive de ce qui peut lui arriver. On trouve d'ailleurs la même problématique un petit peu avec Sodome et Abraham. Et donc voilà, donc il y a des moments historiquement où il y a une cible, quelque chose qui est menacé, qui est interpellé, et on lui envoie l'arme prophétique pour dissuader, pour briser un certain élan. Et je renvoie pour terminer à un colloque qui a eu lieu en 2000, et qui est à Paris 3, et auquel j'ai participé accessoirement, et qui s'appelait Le prophétisme comme arme de guerre. Je crois que c'est dirigé par un certain Delgado, enfin peut-être que je me trompe de son nom, etc. Vous retrouverez assez facilement. Et il ne faut pas oublier cela, n'est-ce pas ? Le prophétisme est lié à une problématique de propagande.